Alors maintenant, donc on va voir pour un gaz parfait. Et donc gaz parfait. Alors c'est-à-dire qu'il y a l'équation d'état PV est égale N nRT. Alors il faut donc mémoriser une chose, c'est que pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température. Et automatiquement on a démontré qu'aussi H, l'enthalpie ne dépend que de la température. Alors ça c'est c'est très important. Alors ça c'est très important. Alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Lorsque on peut comprendre une chose à partir de là, c'est lorsque la température est constante, c'est-à-dire une transformation isotherme, delta U égale à 0 et delta H est égal à 0. Alors il aide beaucoup dans les exercices. Lorsque vous avez un gaz parfait, si la température est constante, delta U égale à 0, delta H égale à 0, la démonstration tout simplement, il faut indiquer que U n'est fonction que de la température, H aussi n'est fonction que de la température. Alors nous avons H est égal à U plus PV. Alors c'est-à-dire DH donc est égal à U plus nRT. C'est-à-dire est égal à DU plus nR d de T. Alors DH pour un gaz parfait, on a dit c'est Cp dt. Donc pour un gaz parfait, quelle que soit la transformation, c'est Cp dt. Et la même chose, première loi de Joule pour un gaz parfait, quelle que soit la transformation, c'est Cv dt plus nR d de t. Alors je veux dire Cp dt est égal à Cp à Cv, ou si vous voulez Cv dt est égal à nR d de t. Alors c'est-à-dire Cp moins Cv est égal à nR dt. Alors, c'est-à-dire, nR, ce n'est que Cp moins Cv. Alors, c'est-à-dire, pour un gaz parfait, Cp moins Cv est égal à nR. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une relation importante. C'est ce qu'on appelle relation de Maillard. Alors, ça veut dire quoi, relation de Maillard? C'est-à-dire, il vous donne tout simplement pour un gaz parfait. Donc, on a dit que Cv, Cv, il est différent de Cp. Alors, c'est-à-dire la capacité thermique à volume constante, c'est pas la même chose que la capacité thermique à pression constante, parce que l'expérience montre que pour augmenter la chaleur de la température de 1 Kelvin, la classification est différente. Est-ce qu'on travaille en volume constant ou en pression constante? C'est-à-dire que Cv et Cp sont différentes. Alors pour un gaz parfait, cette différence, Cp moins Cv, ce n'est que nR. Alors si on divise par n, alors est égal à R, ça, donc on peut poser ça, c'est Cp molaire. Cp, donc capacité, donc on la note C minuscule, c'est C majuscule sur N, capacité molaire à volume, à pression constante, pression constante. Alors son unité bien sûr, c'est le joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. Alors, et on définit aussi capacité CV minuscule, CV majuscule sur N. Capacité molaire à volume constant. À volume constant. Alors, son unité aussi ici, c'est le joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. C'est-à-dire, c'est la chaleur, il vous donne la chaleur nécessaire pour lever la température d'une mole de ce corps ou de ce gaz à de 1 Kelvin. On peut définir aussi, alors c'est-à-dire on peut écrire la relation de Maillard comme ça, C minuscule moins C minuscule V est égal à R. Alors là, c'est capacité molaire. Alors, on peut définir aussi les capacités massiques. Capacité massique, c'est
c'est CVM qui est égal à CV sur M, et capacité si PM, c'est CP sur la masse. Alors ça, c'est la même chose. C'est donc on peut donner soit la capacité thermique, soit la capacité thermique massique, soit la capacité thermique molaire. Donc ça, on peut le déduire à partir des unités. Ça, c'est joule, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Donc à partir de l'unité, on peut savoir laquelle des trois. Alors, on pose le rapport suivant, gamma égale Cp sur CV. Alors, c'est-à-dire que en remplaçant de la relation de Maillère, ça donne CP, c'est gamma fois CV. Gamma CV moins CV est égal NR. C'est-à-dire que moins CV, c'est-à-dire que gamma moins 1 CV est égal NR. Donc, c'est-à-dire que CV est égal NR sur gamma moins 1. Gamma moins 1. Alors, dans les exercices, alors le fait de vous donner gamma, c'est implique que vous avez CV. Donc, au lieu de vous donner CV, on vous donne gamma. Alors, la même chose, donc vous pouvez montrer aussi que donc vous avez CP, c'est gamma fois CV. CP, c'est gamma fois CV. CP, c'est gamma CV. C'est-à-dire CP, c'est gamma sur gamma moins 1 fois NR. Alors, ça, c'est des relations à maîtriser, à prendre par cœur, parce qu'ils sont donnés dans les exercices. Alors, on vous donne gamma, au lieu de vous donner CP et CV. Alors, gamma et la relation de Maillère, on peut démontrer les deux relations. Alors, exemple. Alors, pour un gaz parfait monoatomique, donc d'après la théorie cinétique des gaz, l'énergie interne est égale 3,5 de nRT. Alors, c'est-à-dire que CV c'est la dérivée, alors CV c'est la dérivée de U par rapport à T. Alors, c'est-à-dire que CV est égal à 3,5 de NR. Donc, CP, ce n'est que d'après la relation de NR plus CV. C'est-à-dire CP est égal à 5,5 de NR. Alors, on peut déduire aussi donc U, H, c'est U plus PV est égal à U plus NRT. Donc, c'est-à-dire H est égal à 3,5 plus NRT, c'est 5,5 NRT. Alors, ça, c'est pour un gaz parfait monoatomique qui est constitué d'un seul atome. Comme les gaz rares, le néon, par exemple, néon, l'argon, l'hélium, ainsi de suite. Alors, pour les gaz parfaits diatomiques, alors, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, alors, ça, donc, l'énergie interne, d'après la théorie cinétique des gaz, c'est 5,5 nRT. C'est-à-dire que CV, c'est 5,5 NR, et CP
c'est 7 demi de NR. Alors H c'est U plus NR, ça donne 7 demi de NRT. Alors pour le gamma ici, donc on peut déduire ici le gamma à partir de CV, donc c'est 5 sur 3, à peu près 1,68. Alors ici, donc pour le gamma, CP sur V, c'est 7 sur 5, c'est égal à 1,4. Donc à partir parfois de gamma, on peut déduire si vous êtes dans le cas d'un gaz monoatomique ou gaz atomique. Alors pour la phase condensée, alors ça c'est pour un gaz parfait. Pour la phase condensée, c'est-à-dire liquide au solide, condensé, liquide au solide, on ne fait pas de différence entre la capacité thermique à volume constant ou la capacité thermique à pression constante. On parle que de la capacité thermique. Alors, et DH c'est à peu près DU est égal à C ddt. Alors, c'est-à-dire pour calculer le delta H, c'est delta U est égal à l'intégrale de C dt. Alors si C bien sûr est constante, alors donc ça c'est la chaleur échangée. Donc lorsqu'on veut calculer la chaleur échangée avec le milieu extérieur, ce n'est que delta H est égal à delta U est égal à C dt. Alors C égale, si C est constante, alors la chaleur échangée ce n'est que C delta T. Alors ça c'est très utilisé pour les phases condensées. Alors si la température passe de T1 vers T2, donc on va dans la capacité thermique, vous pouvez déduire la chaleur échangée de 1,2, c'est T2 moins T1. Donc on va dans la capacité thermique du corps et la variation de température, vous pouvez calculer la variation, la chaleur nécessaire ou la chaleur échangée avec le milieu XT extérieur. Donc il reste à parler de relation de Laplace pour les gaz. Alors, relation de Laplace. Alors, pour une transformation quasi statique, adiabatique. Donc ça, on va le démontrer après, que pour une transformation quasi statique adiabatique, c'est-à-dire la chaleur échangée nulle, on peut vérifier que PV à la puissance gamma est égal à une constante. Puisque c'est un gaz parfait, alors on a bien sûr pour relation de Laplace, c'est pour un gaz parfait. Donc c'est-à-dire on a toujours PV est égal à nRT. Alors c'est la transformation adiabatique. Alors c'est différent. Alors ça c'est différent du isotherme. Isotherme c'est température constante. Adiabatique c'est chaleur échangée nulle. Alors on a pour ce type de transformation adiabatique PV à la puissance gamma. Gamma c'est le coefficient CP sur CV est égal à une constante. On peut démontrer à partir de là que ça donne aussi TV à la puissance gamma moins 1 est égal à constante. Ou P à la puissance PT à la puissance gamma sur 1 moins gamma est égal à une constante. Alors, soit on utilise cette expression, soit c'est là, soit c'est là. Alors, ça, donc, laquelle choisir? Alors, supposons on passe d'un état A à l'état B,
et la chaleur échangée est nulle. Alors, on a PA, VA, TA, et on a PB, VB, TB. Alors, si la transformation est quasi-statique adiabatique, Q égale à 0, alors on a P vers la puissance gamma égale une constante, c'est-à-dire que PA, VA à la puissance gamma égale ne change pas, c'est une constante, c'est-à-dire est égal à PB, VB à la puissance gamma. Alors, si dans les données, on a la température initiale et le volume initial. Donc c'est mieux de choisir la deuxième. Donc, TA, VA à la puissance gamma moins 1 est égal à TB, VB à la puissance gamma moins 1. Si on a l'état initial P connu et T connu, donc on va choisir la troisième. PA, TA à la puissance gamma 1 moins gamma égale à PB, TB à la puissance gamma 1 moins gamma. Alors là, donc si vous avez PA connu, VA connu et la pression finale connue, on peut déduire VB. Alors, VB par exemple, à la puissance gamma, c'est PA sur PA sur PB, VA à la puissance gamma. C'est-à-dire que VB, ce n'est que VA, PA sur PB à la puissance 1 sur gamma. 1 sur gamma. La même chose, alors si on connaît TA, VA et TB, on peut déduire VB à partir de la deuxième. Si on connaît PA, TA, PB, on peut déduire TB, ça dépend. Donc on peut choisir l'une des trois relations de la place, ça dépend aux données de l'exercice pour calculer. Donc souvent on connaît 3 et on déduit le quatrième paramètre des temps. Alors bonjour tout le monde. Donc il reste la dernière partie sur le premier principe de la thermodynamique. On va avoir deux détentes irréversibles, une détente de Joule-Gay-Lussac et une détente de Joule-Thomson. Alors pour la première détente, donc nous avons un gaz enfermé dans une enceinte C1 et une deuxième enceinte C2, donc séparée par un robinet. Alors notre système étudié c'est C1, C2. Alors les parois sont rigides. Ces parois-là sont rigides et sont adiabatiques, c'est-à-dire ils ne permettent pas, donc ils sont isolants de la chaleur. Alors lorsqu'on va ouvrir le robinet, alors le gaz va occuper, il se produit une détente et le gaz va occuper tout le volume. Alors ça c'est spontanément. Alors on va étudier cette détente. Alors ça c'est une détente, c'est-à-dire le gaz, donc il va se détendre pour occuper tout le volume. Alors son volume il va augmenter bien sûr. Donc système étudié, notre système thermodynamique c'est C1, C2. Alors si on applique le premier principe sur notre système, delta égale 2V plus Q. Alors nous avons dit que les parois sont adiabatiques, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange de chaleur, et sont rigides. Donc parois adiabatique, c'est-à-dire Q égale à 0, et paroi rigide, ça donne que le volume ne change pas, c'est-à-dire, comme on a vu déjà, le travail, il est nul. C'est-à-dire, au cours de cette détente, alors lorsqu'on ouvre le robinet, alors il se produit une détente,
Et la variation d'énergie interne au cours de cette détente est égale à 0, parce que W égale à 0 et Q est égal à 0. C'est-à-dire que entre l'état initial et l'état final, l'énergie interne des systèmes n'a pas changé. U final est égal à I initial, ou U2 égale à U1. Alors, c'est-à-dire que l'énergie interne des gaz n'a pas changé. Alors, si vous voulez, alors l'énergie interne, c'est l'énergie cinétique microscopique plus l'énergie potentielle d'interaction à l'échelle macroscopique est égale à une constante. Donc, il reste constante. Alors, c'est-à-dire, si l'énergie cinétique a augmenté, l'énergie potentielle, elle va diminuer. Si l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique, elle va diminuer de telle façon que l'énergie interne reste constante au cours de cette détente. Alors, on dit que cette détente de Joule-Gay-Lussac est une détente iso-énergétique. Détente iso-énergétique, c'est-à-dire il se produit avec conservation d'énergie interne, iso-énergétique. U égale à une constante. Alors, cas particulier pour un gaz parfait. Pour un gaz parfait, nous avons dit que U ne dépend que de la température. Alors, U ne dépend que de la température. Alors, c'est-à-dire, s'il reste constante, alors U ne dépend que de la température. Donc, U égale une constante implique que la température ne change pas. Alors, c'est-à-dire qu'au cours de cette détente, on peut dire que T final est égal à T initial. Alors, c'est-à-dire au cours de cette détente, donc si vous avez ici une température initiale et ici température finale, alors c'est un paramètre intensif, donc la température des gaz à l'état final est égale à la température à l'état initial. Alors, mais expérimentalement parlant, si le gaz est réel, donc on remarque un refroidissement des gaz. Refroidissement des gaz. C'est-à-dire que T final, il est inférieur à T initial. Remarquez aussi que cette détente, elle est irréversible. C'est-à-dire, lorsqu'on ouvre le robinet, alors le gaz occupe spontanément, sans intervention extérieure, il occupe tout le volume. Alors, il peut se produire dans ce sens spontanément. C'est pourquoi. Alors, l'inverse, c'est faux. Alors, c'est-à-dire, si vous avez, par exemple, le robinet ici fermé, avec le gaz occupe les deux enceintes, alors, et on ouvre le robinet, et il ne faut pas s'attendre à que le gaz occupe l'enceinte C1 sans occuper l'enceinte C2, c'est-à-dire produire des vides ici. Alors ça ne peut pas se produire spontanément, c'est-à-dire sans intervention extérieure. Alors pour faire ça, donc nous avons besoin d'une pompe ou autre chose. Alors, c'est-à-dire que cette détente, on dit que cette détente, il est irréversible. Donc, il se produit dans un seul sens. Donc, il est impossible dans le sens inverse. C'est une détente irréversible. Irréversible. Alors, pour la deuxième détente, c'est ce qu'on appelle la détente de Joule-Thomson.
ou parfois on l'appelle donc Joule de Joule Kelvin. Alors ici donc vous avez une conduite horizontale, un tuyau si vous voulez, où un gaz s'écoule lentement et il y a une paroi poreuse ici, paroi poreuse. Alors c'est-à-dire que cette paroi laisse passer les particules, mais il les freine de telle façon que pression à droite il est inférieur à la pression à gauche. Alors nous donc on veut étudier en utilisant le premier principe, qu'est-ce que se passe au niveau énergétique lors de cette détente. Alors remarquez que donc, on va choisir notre système d'étude, c'est A2 B2 C1 D1. Alors on remarque ici que c'est pas un système fermé au niveau de C1 D1 et B2 A2 B2 parce que le gaz il s'écoule, c'est-à-dire les particules entrent par la frontière C1 D1, par la frontière C1 D1. Alors même chose, les particules sortent par la frontière B2 A2, c'est-à-dire que cette surface elle est imaginaire, cette frontière elle est imaginaire, mais toujours notre système c'est A2 B2 C1 D1. Alors nous donc nous avons appliqué, pour appliquer le premier principe à un système fermé, donc on va ajouter un petit morceau, donc une petite masse de gaz A1 D1 C1 B1, de telle façon à rendre notre système d'étude c'est A1 B1 B2 A2, A1, B1, B2, A2. Alors, au cours de cette détente, alors cette partie-là, il va entrer par la frontière, la paroi C1, D1 imaginaire, et il va sortir par là, de telle façon que le système ne perd pas de masse. Alors, c'est-à-dire, ça c'est l'état à l'instant T1, c'est notre système, sigma prime, notre nouveau système, à T2, donc la masse qui va entrer par C1D1, elle va sortir par B2, A2, B2. Alors c'est-à-dire que le système, si vous voulez, C2, à l'instant T2, C2, C1, C2, D2, D1, c'est le même système qu'avant. Sauf que on aura une augmentation du volume de la masse. Alors maintenant on peut dire que sigma prime c'est un système qui est fait fermé. Donc on peut lui appliquer le premier principe delta U. Alors dans sa version générale, delta E, la variation d'énergie totale, la variation d'énergie totale est égale à W plus Q. Alors delta E c'est delta U plus delta EC macroscopique, delta EM, énergie mécanique. Alors si on suppose que l'énergie, que le gaz s'écoule avec une vitesse très faible, on peut dire que il n'y a pas presque de variation d'énergie cinétique. L'énergie cinétique macroscopique reste constante. Et si la paroi est horizontale, alors la seule force qui existe là, c'est le poids. Alors c'est le poids. Et puisque la conduite ou le tuyau il est horizontal, donc pas changement d'énergie potentielle de pesanteur, donc delta EP aussi égale à 0. C'est-à-dire que delta EM égale à peu près à 0. Donc il ne reste que delta U égale à W plus Q. Alors ça, donc il faut faire attention lorsque
il y a un changement de vitesse macroscopique. Lorsqu'il y a un changement de hauteur, c'est-à-dire supposer que la conduite il est verticale, il faut tenir compte de la variation d'énergie potentielle macroscopique de pesanteur et il faut tenir compte de la variation d'énergie cinétique macroscopique. Sinon, dans notre cas, donc delta EM égale à 0, donc on peut écrire tout simplement que delta U égale à W plus Q. Alors les parois elles sont adiabatiques, donc ces parois sont adiabatiques. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Alors, on travaille en régime permanent, Alors, c'est-à-dire, lorsqu'on dit que nous sommes en régime permanent, c'est-à-dire que rien ne change avec le temps. C'est-à-dire que l'énergie interne, par exemple, des systèmes sigma, l'énergie interne des systèmes sigma à l'instant T1, est égale à l'énergie interne du système à l'instant T2. Alors, c'est-à-dire il faut attendre que le régime permanent s'établit pour que toutes les grandeurs restent constantes en fonction du temps. Alors, l'écoulement stationnaire. Et la même chose, la masse de sigma est la même. Alors, c'est-à-dire même s'il y a écoulement, alors la masse toujours du système sigma reste constante. Alors, c'est-à-dire que delta U, donc U du système sigma prime, c'est U de sigma plus U de la masse M. Parce que le nouveau système qu'on a défini ici, sigma prime, il est constitué du système sigma plus le système, la petite masse M qu'on a à ajouter pour rendre le système fermé. Alors, c'est-à-dire delta U est égal delta U de sigma plus delta U de la masse M. Alors ça c'est 0 parce qu'on a dit que le régime il est permanent, il est stationnaire. Il reste delta U M. Alors delta M c'est le travail reçu par le système ou fourni par le système. Alors, pour calculer ce travail, alors c'est-à-dire il faut retenir que delta UM égale le travail. C'est UM à l'instant T2 moins UM à l'instant T1 est égal à 2V. Alors, pour calculer ce travail-là, alors, remarquez ici, donc on a dit que pour un piston, alors si vous avez un cylindre qui contient un gaz ou un fluide, et on le comprime par un piston avec une pression extérieure donnée. Alors, pression extérieure. Alors, si la pression extérieure est constante, donc le travail, alors si on compresse, donc le gaz reçoit du travail et on peut écrire que c'est P extérieur fois
euh, delta V, alors c'est-à-dire c'est le volume final moins le volume initial. Volume final moins volume initial. Alors, si on comprime, donc on reçoit du travail. Alors là, le volume final il est inférieur au volume initial, donc c'est négatif. Donc il faut ajouter un signe moins. Alors parce que on comprime, c'est-à-dire le travail doit être positif. Alors si le volume augmente, c'est-à-dire une détente, le travail il est négatif et il est fourni au milieu extérieur. Alors, c'est-à-dire ici, donc c'est, si on comprime jusqu'à là, alors ça c'est la variation de volume, delta V, alors c'est P extérieur fois delta V en valeur absolue. Alors on va l'appliquer pour notre piston. Alors remarquez ici, que c'est comme on comprime le système en amont, on comprime le système en amont avec une pression P1 et il se produit une détente au niveau des B2, A2, B2. C'est-à-dire ici on reçoit du travail du milieu extérieur si vous voulez, le système reçoit du travail du milieu extérieur avec la variation du volume c'est V1, donc c'est-à-dire le travail on peut le décomposer en deux, W1 plus W2. En amont on reçoit du travail, c'est comme on comprime le gaz avec une pression P1, donc c'est P1 fois delta V c'est V1. Et en aval, il se produit une détente, c'est-à-dire c'est un travail qui est négatif avec une variation de volume qui est égale à V2, avec un signe moins parce que c'est une détente, c'est P2 V2. Donc on remplace dans notre expression U à l'instant T de la masse, M moins U à l'instant T1 de la masse est égal à P1 V1 moins P2 V2 de la masse. Alors c'est-à-dire U T2 de la masse M, toujours c'est de la masse M, c'est pas du système étudié, mais seulement de la masse ajoutée M plus P2 V2 est égal U T1 M plus P1 V1. Alors là, c'est par définition, c'est l'enthalpie de la masse M à l'instant T2. Et ça, c'est l'enthalpie de la masse M H à l'instant T1. C'est-à-dire que notre système d'étude qu'on a utilisé dans le départ, c'est A2, B2, C1, D1. On a dit que son énergie interne, il ne change pas. Alors pour ce système, on a ajouté la masse M. Cette masse, c'est pour rendre le système fermé. On a trouvé finalement que son enthalpie, il reste constante. Alors c'est-à-dire ça, quelle que soit la masse M qu'on prend des systèmes. C'est-à-dire d'une manière générale, donc cette détente, on dit qu'il est isenthalpique. C'est-à-dire qu'il se produit avec une enthalpie constante. Alors là, donc ça donne pour un gaz parfait, donc H ne dépend que de la température. C'est-à-dire si H est constante, ça donne que la température elle est aussi constante. C'est-à-dire que T final est égal à T initial. C'est-à-dire pour cette détente-là,
Cette détente, pour un gaz parfait, se produit sans changement de température. Pour un gaz réel, il y a deux cas. Ça dépend à la température initiale. Soit en général, c'est un refroidissement des gaz, mais on peut avoir aussi un réchauffement. Alors ça dépend de la température initiale du gaz. Alors, ça, il est utilisé pour refroidir les gaz. Donc, c'est-à-dire, on prend un gaz et on essaye de le faire passer dans un conduit avec une paroi poreuse. Alors là, il se produit une détente et le gaz se refroidit. Mais il faut faire attention qu'il peut avoir aussi un réchauffement des gaz. Ça dépend de la température initiale. Alors, pour une température initiale, il y a ce qu'on appelle la température d'inversion. C'est-à-dire, il faut faire attention à cette température d'inversion. Donc, on peut refroidir le gaz, mais si la température d'inversion est grande, donc on peut avoir un réchauffement. Alors aussi cette détente, elle est irréversible, c'est-à-dire il ne peut pas se produire dans le sens inverse.